Salima Bougeriban, tu es experte en mobilité, ça veut dire quoi? Alors, experte en mobilité, ça veut dire que j'examine la ville sous l'angle de la mobilité, donc d'imaginer l'urbanisme à travers son développement, ses circulations, pour tous les modes. Tu travailles sur Bruxelles ou sur d'autres villes? Alors, j'ai travaillé sur Bruxelles et sur d'autres villes. Maintenant, je travaille plus au niveau européen. Sur Bruxelles, on va te retrouver dans un plan qui s'appelait Bruxelles 2040. Tu peux nous en dire deux mots? Oui, alors c'est Mobile 2040 et c'était un plan qui avait été imaginé pour rêver un peu la ville de demain. C'était pas pour faire des choses précises, c'était vraiment pour se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire. Oui, voilà, donc on avait vraiment essayé d'imaginer en reprenant des solutions qui avaient été appliquées dans d'autres villes uniquement, donc sans rien inventer, et les appliquer à Bruxelles. Et alors de faire de la visualisation sur image de ce que pourrait être la ville en 2040 si on appliquait toutes ces solutions. Et de là, de quoi est-ce que vous auriez rêvé? Donc on aurait rêvé par exemple de téléphériques au Seria, de très grandes pistes cyclables de 3-4 mètres de large qui deviendraient vraiment des autoroutes cyclables, d'un réseau de trains qui serait marketé avec des grands Z comme Zorglub. Les émissions baissent dans le bâtiment, puisqu'effectivement les bâtiments sont de mieux en mieux isolés et sont chauffés de manière plus intelligente, je dirais. Donc on réduit nos consommations et nos émissions, mais ce n'est pas le cas dans le secteur de la mobilité. C'est pour ça qu'on a un effort très important à faire dans les prochaines années. Les jalons sont posés sur deux grands axes. D'abord, diminuer l'utilisation de la voiture automobile. Le vélo, c'est important pour demain, pour les défis climatiques. Le vélo est une des solutions qui a, pour le secteur des transports, le plus grand potentiel de développement. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est une mutation progressive. L'idée, ce n'est pas que les gens bougent moins. Tout le monde ne va pas rester chez soi, ce n'est pas du tout l'objectif, évidemment, mais d'offrir effectivement une multiplicité de possibilités qui fonctionnent correctement. Ah oui, se déplacer à pied, faire ce déplacement de 2 km qu'auparavant on faisait en voiture, ben maintenant on peut le faire à pied, parce qu'en fait c'est agréable de le faire à pied. Il y a un chemin qui est agréable pour le faire. Idem pour des déplacements vélo, pour des plus longues distances, idem pour les transports en commun, avec plus de fréquences et plus de sécurité, plus de vitesse aussi, avec des sites propres, donc les transports en commun moins bloqués dans des embouteillages. Donc c'est vraiment ce chemin-là, mais aussi l'utilisation du taxi, des voitures partagées, et pour certaines personnes ou certaines professions qui ne peuvent pas s'en passer, des véhicules alors individuels de déplacement, mais les moins polluants possibles. C'est bien de rappeler que nous avons également des pieds au bout de notre corps et qu'ils peuvent être utilisés pour se déplacer et que ça ne coûte rien. En ville, en fait, c'est un excellent moyen de déplacement pour bon nombre de nos déplacements urbains, en tout cas pour celles et ceux qui ne souffrent pas de problèmes particuliers pour se déplacer, c'est effectivement une excellente option. Je pense qu'on est passé d'une période de la mobilité débridée, hein, où l'objectif était de circuler, de se déplacer un maximum jusqu'aux limites de la capacité planétaire à assumer toute cette mobilité. La planète était devenue un village? La planète était devenue un village, mais aussi un seul marché. Et donc, effectivement, ça touche les personnes, mais aussi de nos biens, puisque le café, le maïs, l'acier, les métaux rares viennent de partout dans le monde, comme si c'était une seule unité de production et de consommation. Et donc demain? Et donc demain, je pense qu'on a montré les limites de la mondialisation à travers les crises climatiques, mais aussi à travers la pandémie. Nous sommes en plein dedans et nous sommes obligés de limiter nos déplacements. Et donc, quelque part, on est dans une remise en question pratique, hein, ce n'est pas théorique, de cette mondialisation qui nous considère comme des êtres mobiles à outrance. La qualité de vie, ça veut dire la décarbonisation ou la décarbonation de la mobilité?
Assez évidemment, oui, puisque la pollution créée par les transports est un des problèmes auxquels Bruxelles est confrontée. Aussi le bruit d'ailleurs, hein, on oublie souvent le problème du bruit, mais c'est aussi une question d'efficacité. Donc c'est un des aspects du plan Good Move, c'est comment est-ce qu'on peut être plus efficace dans l'organisation des déplacements. Ça, c'est toutes les stratégies qui sont dans le plan Good Move et qui visent à faire en sorte que les gens utilisent plus les transports en commun, plus les déplacements à pied, plus les déplacements à vélo, avec des investissements massifs de la région dans ces secteurs-là. Hein. En tant qu'experte dans la fondation de Bertrand Piccard, est-ce que le solaire est une solution? La fondation Solar Impulse a effectivement dans son nom Solar, mais va bien au-delà de ça. Donc elle vise à trouver 1000 solutions. Enfin maintenant les 1000 solutions ont été trouvées, donc on va bien au-delà. De trouver des solutions qui sont à la fois durables sur le plan climatique, environnemental, sur le plan social, et alors qui sont aussi économiquement viables, c'est-à-dire qu'elles apportent un bénéfice à la personne qui vend cette solution et à la personne qui l'utilise. Je pense qu'il y a une évolution de la pensée quand on vient aujourd'hui avec des propositions comme la ville du quart d'heure, hein, la ville de la proximité, ce qui est le versant positif, si on peut dire, hein, de la densification de la ville. C'est ça que ça veut dire. Hein. On est dans une approche qui évite l'urbanisation à outrance, l'extension des villes partout. Mais le premier problème de déplacement, c'est qu'on a créé une demande de déplacement sur des longues distances, de faire des shopping à l'extérieur de la ville. Les gens se sont installés en périphérie. Donc on a créé un problème artificiel. On se doute bien que tout le monde ne va pas abandonner sa voiture. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire l'impact des déplacements qui resteront motorisés à l'avenir? Alors pour les déplacements qui restent motorisés, d'abord on essaie vraiment de les réduire hein, en offrant un maximum d'alternatives. Il y a aussi des alternatives en véhicules partagés, de type Cambio par exemple, mais aussi les taxis. Mais donc l'idée c'est que pour tous les véhicules qui restent et qui resteront en circulation, des véhicules plus individuels ou même partagés, mais des véhicules de type voiture on va dire, l'idée c'est de les électrifier au maximum et d'essayer de faire en sorte que l'ensemble du parc bascule vers une électrification. Ça arrivera pour ce type de véhicule en 2035 au plus tard, puisque la zone de basse émission prévoit l'exclusion des véhicules au diesel d'ici 2030 et des véhicules à essence et au gaz d'ici 2035. C'est-à-dire qu'à partir de 2035, il n'y aura plus que des voitures zéro émission directes qui pourront circuler à Bruxelles. Pour en revenir juste à cette question électricité, c'est qu'aujourd'hui, tous les acteurs de l'électricité cherchent à rapprocher les lieux de production des lieux de consommation. Là où jadis on faisait, enfin encore aujourd'hui, venir les pétroles d'à 15 000 km d'ici ou que sais-je encore, aujourd'hui on cherche à produire par le solaire, par l'hydraulique, par l'éolien, de la production qui va être consommée à proximité. Ça ne veut pas dire dans un rayon d'1 kilomètre, ça veut dire dans un rayon de 100, 200 km. Donc on est dans d'autres problématiques. Et donc ça change un peu notre manière de percevoir les sources d'énergie qui sont nécessaires pour pouvoir se déplacer. Et se déplacer, c'est effectivement aujourd'hui sur le mode partagé, sur le mode j'ai besoin de l'usage d'une voiture, d'une trottinette, d'un vélo, que sais-je encore. Je n'ai pas besoin de posséder pour autant ma voiture, mon vélo, que sais-je encore. Il y a une sorte de changement et d'intensification. Donc on est plus efficace. Cette recherche de l'efficacité, elle touche tous les acteurs et dans la mobilité, c'est particulièrement mis en évidence par ce qu'on appelle la mobilité partagée. La mobilité, elle évolue quand même très fortement ces dernières années. Il y a quelques années, on ne parlait pas de trottinettes. Aujourd'hui, elles ont envahi les rues. Qu'est-ce qu'il faut penser? Est-ce qu'il faut réglementer ça? Est-ce que c'est la mobilité de demain?
ça en fait partie. En tout cas, la mobilité aujourd'hui se diversifie et c'est une très bonne chose parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'avec le vélo, on n'arrive pas à toucher certains publics. Il y a des gens qui sont simplement pas réceptifs au vélo. C'est pour les Hollandais, c'est pas pour nous. Voilà. Et ces mêmes gens sont prêts à se mettre sur une trottinette. Donc voilà, une trottinette, ce n'est pas une voiture, ça prend moins de place, ça pollue moins. Ceci dit, il faut en effet cadrer, c'est nouveau, il faut trouver le bon fonctionnement, il faut faire gaffe à la sécurité routière, donc il y a des questions qui se posent, mais qu'il y a une diversification des différents moyens de transport alternatifs à la voiture, c'est une très bonne chose. Il existe des solutions et je pense que l'individu qui nous écoute doit comprendre ça, c'est qu'on ne va jamais trouver la solution qui va remplacer le pétrole. Oui, tout à fait. Donc on est vraiment dans, et c'est aussi le but de la Fondation Solar Impulse, donc pourquoi on parle de 1000 solutions et au-delà, c'est parce qu'il faut mettre bout à bout toutes ces petites parties de solutions pour construire la ville de demain, pour construire le monde de demain. Parce que quand on parle de solutions durables, on ne doit pas s'arrêter uniquement au climat. On a la chance de vivre en Europe où finalement le climat peut être vraiment notre priorité numéro 1, mais au niveau mondial, donc pour les 7 milliards de personnes qu'il y a sur la planète, il y a aussi d'autres objectifs de développement durable qui sont tels que la suppression de la pauvreté, les égalités qui doivent être mises en place. Et donc, quand on parle vraiment de solutions durables, on doit prendre tous ces éléments en compte et ça revient à prendre les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Merci Salima pour toutes ces explications. On se retrouve bientôt dans Archi Urbain pour une nouvelle émission. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.